Voilà, très bien. Eh bien, on va pouvoir commencer. Encore merci d'être là. Bienvenue à ce sixième Luciminaire. Donc, les webinaires Lucie, qui sont des moments forts de la vie de la communauté Lucie. Et donc, aujourd'hui, on va faire ce Luciminaire avec Goodwill Management. Voilà, que vous allez apprendre à connaître tout à l'heure, sur comment mesurer le ROI de la RSE. Alors, juste quelques précisions pour que tout se déroule bien. Veillez, s'il vous plaît, à ce que votre micro soit bien éteint, parce que sinon, ça risque de créer pas mal de problèmes de son pendant le webinaire. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous via le chat, parce que là, il y a normalement quasi une centaine de participants, et vous imaginez bien que la prise de parole n'est pas possible. Donc, si la fenêtre de chat n'apparaît pas, en haut à gauche, normalement, vous avez un icône sur lequel vous pouvez cliquer pour faire apparaître une fenêtre pour dialoguer avec nous. Donc, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Si ce sont des questions très courtes et rapides qu'on peut intégrer au fur et à mesure de la présentation, on y répond en direct. Sinon, on les garde pour la fin et on y répondra à la fin de la présentation. Il y aura un temps de questions-réponses. Et puis, vous pourrez de toute façon retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur la partie blog du site Lucie d'ici quelques jours maximum. Voilà, donc si vous devez partir avant ou si au final certains d'entre vous n'ont pas pu se connecter, eh bien, il y aura possibilité de le visualiser sans souci. Voilà, donc je rappelle que c'est enregistré, donc que tout sera diffusé, y compris les questions via le chat. Alors, sur le déroulé de ce Luciminaire, je vais commencer par vous dire un petit mot sur le thème, pourquoi on a choisi ce thème-là aujourd'hui. Ensuite, je vais vous faire un petit rappel ou donner des éléments de découverte à ceux qui ne connaissent pas encore sur le label et la communauté Lucie. Ensuite, on aura la présentation d'Arnaud et Claire sur la thématique de cette matinée. Et on verra aussi voilà, comment aller plus loin, parce que là aujourd'hui on présente l'outil, mais c'est le lancement d'une aventure avec cet outil, et on verra ensemble comment vous pouvez participer et ensuite utiliser l'outil si vous le souhaitez. Et puis il y aura un moment aussi réservé aux questions-réponses à la fin. Voilà. Alors, donc, moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Michael Troquet-Gélin, responsable développement du label Lucie. Et donc, pourquoi ce thème aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. On a souvent le commentaire de dire que la RSE, on sait à peu près combien ça coûte, mais combien ça rapporte. Ou alors, on m'a dit que voilà, il était bon de lancer une démarche RSE parce que c'est rentable, mais comment est-ce qu'on peut le mesurer? Donc il y a souvent cette défiance sur le côté retour sur investissement d'une démarche RSE. Beaucoup le voient comme un coût et non comme un investissement, alors qu'il y a déjà beaucoup d'études sur le sujet qui prouvent que la RSE, si elle est bien menée, est rentable. Mais aujourd'hui, il va s'agir de découvrir un outil pratique pour l'adapter à soi et pour mesurer sa propre rentabilité à partir de ses actions RSE. Et juste sur ce petit mot, je terminerai par une citation du directeur RSE du groupe Solvay qui dit à ceux qui disent que la responsabilité est coûteuse, je leur conseille d'essayer l'irresponsabilité et ils verront si c'est plus rentable. Donc effectivement, ça on peut le vérifier nous à de nombreuses reprises avec les retours qu'on a notamment de la communauté Lucie, mais aussi de gens qui sont dans des démarches RSE. Mais là, à partir d'aujourd'hui, il va être possible de mesurer tout ça.
Alors, quelques mots sur le label Lucie. Donc, le label, c'est pas seulement une démarche de labellisation, hein, mais c'est aussi toute une série de dispositifs, une communauté, et puis également différents labels, soit des déclinaisons sectorielles du label Lucie pour les affiner à des secteurs d'activité en particulier, ou des labels spécifiques que l'on porte pour le compte de tiers. Et on a notamment depuis l'année dernière repris entre autres le label Envol qui permet de mettre en place une première démarche de management environnemental pour des PME de moins de 50 salariés. Donc c'est la phase 1 de l'ISO 14001 qui permet de mettre en place ce système de management environnemental sans que ce soit trop contraignant. Et donc c'est un label que l'on gère pour le compte de CCI France. Alors, le label Lucie a été créé en 2007, donc on a un petit peu plus de 10 ans. Il a été créé à l'initiative de Qualité France, qui était un regroupement d'associations qui faisait de la certification pour plusieurs labels, les plus connus étant le label AB et le label Rouge. Et l'idée de départ, ça a été de créer en quelque sorte un label rouge de la RSE, pour distinguer les organisations qui gèrent leur activité de la façon la plus responsable possible. A été créé en 2009 l'agence Lucie, telle qu'on est encore aujourd'hui. Donc on est une entreprise, on pense souvent qu'on est une association, mais on est sous forme de société, une SAS. Et donc après 2009, ça a permis d'assurer le développement du label, et on a aujourd'hui plus de 200 organisations dans la communauté Lucie qui regroupe à la fois les structures labellisées et en cours de labellisation. C'est un label qui est basé sur la norme ISO 26000, qui est la norme de référence internationale sur le sujet. Et avec la démarche de labellisation Lucie, eh bien, ça permet d'avoir une démarche, une méthodologie clé en main pour appliquer de façon pratique tous les éléments de l'ISO 26000. Et notre credo, nous chez Lucie, c'est de passer d'une vision un peu contraignante de la RSE où on ne voit pas forcément à quoi ça sert, on peut voir ça comme quelque chose de compliqué, du travail supplémentaire qu'on rajoute sans que ça serve forcément à quelque chose n'est pas forcément rentable. Eh bien, c'est de passer de cette vision à une vision positive de la RSE. Et donc nous, notre credo, c'est de vraiment la RSE positive, et c'est telle qu'elle est vécue par la communauté Lucie. On a plein de témoignages dans ce sens-là. Alors, comment ça marche la labellisation Lucie? On a maintenant ce parcours 1, 2, 3 Lucie qui permet soit de mener la démarche de labellisation du début à la fin sur un calendrier prédéterminé, ou bien alors d'y aller par petits pas et de faire les étapes les unes après les autres, sans forcément obligation d'aller jusqu'à la labellisation. Donc on a, vous avez l'étape 1 qui est, en fait ça c'est complètement optionnel, c'est un petit outil de mini autodiagnostic en ligne qui est gratuit, donc qui est accessible à tous. C'est sur la base du ressenti, donc ça vous permet d'évaluer un petit peu comment vous vous situez sur chacune des thématiques du référentiel Lucie, et de vous donner une idée de vos points forts et des sujets sur lesquels il va y avoir à travailler, à progresser. Ensuite, vous pouvez aller plus loin et venir en formation Lucie, où là, on vous explique tous les outils pour mener la démarche de labellisation, comment intégrer vos parties prenantes, comment identifier vos enjeux spécifiques, et ensuite, vous repartez avec le référentiel Lucie complet et tous les outils qu'on vous a montrés que vous pouvez utiliser pour vous. Alors, vous pouvez vous arrêter là et utiliser tout ce qu'on vous a montré pour faire votre propre démarche RSE, ou vous pouvez continuer et enchaîner sur votre auto-évaluation. Et si vous faites cette auto-évaluation seul, sans continuer tout de suite vers la labellisation, eh bien vous avez droit à une supervision par un consultant Lucie. Et donc là, ça vous permet de travailler en profondeur sur votre structure, de bien identifier vos clés, de bien identifier vos enjeux RSE,
et de croiser les deux afin d'en faire découler un plan d'action qui soit pertinent pour vous. Parce qu'une bonne démarche RSE et qui va porter ses fruits, c'est avant tout une démarche RSE qui va être vraiment pertinente et adaptée à votre structure, à vos spécificités. Donc là, c'est le gros du travail de la démarche, c'est sur cette phase-là. Et vous pouvez intégrer la communauté Lucie dès cette étape. Et ensuite, si vous voulez continuer plus loin, eh bien, vous avez l'étape 4 qui est une évaluation sur site, où là, eh bien, c'est un audit par un tiers expert qui vient chez vous. Et nous, on travaille avec 2 partenaires pour ça, qui sont Vigeo Iris d'une part, qui est avec nous depuis le début de l'aventure, et Bureau Veritas Certification. Vous choisissez l'un ou l'autre et un évaluateur ou une évaluatrice vient chez vous pour interviewer vos collaborateurs, certaines parties prenantes externes, afin d'en dresser un diagnostic d'expert. Ils vous rendent son rapport d'évaluation avec votre niveau et des recommandations d'action. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous êtes à 2 pas de la labellisation. C'est bien après cette photo à l'instant T, de dérouler le plan d'action. Et là, si vous allez jusqu'à la labellisation, il va falloir prendre des engagements pour progresser par rapport à l'évaluation initiale que vous avez eue. Et ça passe devant un comité de labellisation Lucie indépendant qui va déterminer si vous attribuez ou non le label sur la base de la crédibilité et de la pertinence de votre plan d'action. C'est valide 3 ans et par contre il y a une étape à mi-parcours, 18 mois après donc, où l'évaluateur revient chez vous pour vérifier que les engagements que vous avez pris sont bien tenus. Et donc, s'il y a un constat que vous ne respectez pas vos engagements, il y a un risque de perte du label. Et c'est à partir de cette étape-là que ça vous permet d'apporter toute la crédibilité à votre labellisation, puisque vous pouvez apporter la preuve à vos parties prenantes que vous faites bien ce que vous dites, donc que vous respectez bien vos engagements. Voilà, donc Lucie, c'est un label de progrès, c'est pas un label d'excellence. Quand on a le label Lucie, ça ne veut pas dire qu'on est au top en RSE, mais ça veut dire que on est engagé de façon réelle et sérieuse dans une démarche de progrès continu en RSE. Alors, la communauté Lucie, donc, qui regroupe à la fois les structures labellisées, en cours de labellisation, et puis aussi ce qu'on appelle les structures apprentis candidates qui font uniquement l'auto-évaluation supervisée, eh bien, c'est un peu plus de 200 organisations réparties de manière assez inégale pour le moment sur tout le territoire. Et on a accueilli aussi des membres dans ces 2 dernières années du Luxembourg et de la Belgique. Et donc c'est un mouvement qui est initié de développement international. Et on a effectivement un plan de développement au niveau européen sur les mois et les années qui viennent pour que Lucie soit applicable partout au niveau européen. On a une majorité de PME et de TPE dans la communauté Lucie, mais c'est accessible à toutes les organisations. On a aussi des ETI, des grandes entreprises. Et c'est extrêmement varié en termes de forme et de type d'activité, puisque on a aussi bien des entreprises que des associations, que des écoles de commerce. On a également des CCI qui sont dans la démarche, un théâtre. Donc c'est sans limite. Quelle que soit votre activité, vous pouvez décider de la mener de la façon la plus responsable possible. Cette communauté Lucie, on l'a fait vivre. On propose, nous, un Lucie Pack avec beaucoup de choses. Donc, la vie de la communauté Lucie, ça passe par des rencontres, des échanges pour partager les idées, les bonnes pratiques, les retours d'expérience et puis réfléchir aussi collectivement à comment lever des freins sur certains sujets. Donc, c'est très collaboratif et on fait évoluer continuellement tout ce qu'on fait au sein de la communauté Lucie. Il y a certains avantages qui sont accordés aussi entre les membres. On a des partenaires de banque et assurance aussi qui accordent des avantages puisqu'il est reconnu, et ça c'est en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui, que une démarche RSE bien menée, c'est un gage de pérennité financière de l'entreprise et c'est aussi une entreprise qui constitue moins de risques. Voilà, donc on est
soutenu par des partenaires de banques et assurances là-dessus. On a un appui en termes de communication qu'on fournit à tous les gens de la communauté pour valoriser au mieux leur labellisation, mais aussi leur démarche dès que vous entamez, dès que vous rentrez dans la communauté Lucie. Et puis on a également toute une série d'outils qu'on met à votre disposition. Là, il y a la plateforme en ligne LOL, Lucie Online. On a notre petit jargon pour tous nos outils, qui est maintenant utilisé par tous les gens de la communauté et qui permet de faciliter la démarche. On a une base de données de bonnes pratiques qui est en cours de construction. Et on a également un outil de mesure du ROI de la RSE qui va être le sujet de la matinée. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, évidemment, on est à votre disposition. Vous avez nos contacts à la fin de cette présentation qui vous sera envoyé à chacune d'entre vous. Voilà, donc on va tout de suite enchaîner sur le cœur du sujet du Luciminaire. Donc voilà, comment mesurer le ROI de la RSE. C'est parti. Je cède maintenant la parole à Arnaud Bergerot qui va vous présenter l'outil. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Michael. Merci à Lucie de nous avoir invités pour ce Luciminaire. Donc, je suis Arnaud Bergerot, directeur des opérations de Goodwill. Vous voyez ma petite photo en ce moment. Et je suis accompagné de ma collègue Claire Bernard, qui est ingénieure, chercheuse, consultante chez Goodwill Management. Et donc, on va vous présenter tous les deux aujourd'hui un outil qu'on a développé et qui permet d'évaluer de façon prévisionnelle la performance économique de la RSE. Pour commencer, quelques mots sur Goodwill Management. On est un cabinet de conseil en performance économique responsable, créé en 2003. On est une vingtaine de personnes et on travaille tous autour de la même conviction qui est que les valeurs créent de la valeur. Donc on voit bien qu'on est bien en ligne avec tout ce qu'a expliqué précédemment Michael. Et nous, au quotidien, notre vocation, c'est d'aider nos clients à mesurer la valeur qu'ils créent, mais la mesurer autrement, avec des outils innovants. Goodwill, on est une entreprise qui est installée en plein cœur de Paris, mais qui a aussi des activités en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Chez Goodwill, on travaille aussi bien avec des grandes entreprises que vous pouvez voir sous vos yeux, mais aussi des PME, avec la sphère publique également. Donc on a, on va dire, un champ d'action qui est assez vaste. Ce qui fait notre marque de fabrique chez Goodwill, c'est la rigueur scientifique et l'approche économique de la RSE et du développement durable. On a l'habitude de voir nos travaux décortiqués, analysés et heureusement validés par des pouvoirs publics comme le ministère de l'économie et des finances, avec qui on a travaillé, avec l'armée de terre, avec des pouvoirs publics étrangers. Vous l'avez vu, on travaille pas mal au Maroc, et puis par des économistes de grands groupes comme le groupe Orange, pour qui on mesure l'impact de la politique RSE sur des pays africains. Alors, on est très fiers d'être partenaire et membre, nous aussi, de la communauté Lucie. Donc, je ne vais pas en parler davantage. Michael a tout dit avec beaucoup de précision, mais vous voyez que la communauté est grande et on espère qu'elle va continuer à s'agrandir. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet, RSE et création de valeur. Michael, à nouveau, a fait une introduction un petit peu sur ce sujet, mais il est vrai que la RSE, trop souvent, c'est vu comme une contrainte. La RSE, ça coûte cher. La RSE, c'est compliqué. C'est tout un panel de préjugés qu'on entend bien trop souvent. Et puis, en parallèle, on se rend compte qu'on demande aux responsables RSE, à ceux qui sont chargés de ce sujet, d'en faire beaucoup.
vont faire beaucoup avec peu. On leur demande alors, est-ce qu'on peut mettre à jour notre matrice de matérialité? Est-ce qu'on peut sortir le nouveau rapport RSE? Le devoir de vigilance, est-ce que tu t'es penché dessus? Donc on demande beaucoup, on donne relativement peu de moyens. Et enfin, troisième point, c'est que encore aujourd'hui, la RSE, c'est trop souvent vu comme uniquement un outil de communication. Si on communique bien sur le sujet, c'est qu'on est bon en RSE, mais malheureusement pas forcément. Chez Goodwill, on classe souvent les actions d'une entreprise de la façon suivante, selon deux critères que vous voyez sur cette page. Deux critères: est-ce que mes actions sont rentables ou pas? Est-ce que mes actions sont responsables, RSE, ou pas? Et finalement, ce qu'on souhaite faire avec les entreprises avec lesquelles on travaille, eh bien, c'est de rassembler autant que faire se peut les actions dans la case en haut à droite de la matrice. Essayer d'avoir des actions qui sont à la fois rentables pour assurer la pérennité économique de l'entreprise, mais responsables également, puisque ça concourt également à cette pérennité. Et donc quand on s'intéresse aux actions RSE, on peut décomposer les bénéfices de ces actions en quatre grandes catégories. 1. Les coûts évités. 2. Des gains de productivité pour les collaborateurs de l'entreprise. 3. La réduction des risques. 4. Augmentation de chiffre d'affaires, acquisition de nouveaux clients. Je vais vous donner des exemples très concrets juste après, un exemple pour chacun de ces types de bénéfices. Et ce qu'on a pu observer depuis plus de 10 ans, on travaille sur la performance économique de la RSE, c'est que les coûts qui sont associés à la RSE sont bien visibles. Ceux-là, on les connaît. On les connaît pourquoi? Parce que si vous allez voir le DAF de votre entreprise, il vous dira combien ça coûte la RSE. Il sait combien on dépense dans le département RSE, peut-être même à l'euro près. Mais par contre, les bénéfices de la RSE, eux, sont cachés. Ils sont cachés pourquoi? Parce que la RSE va avoir un impact peut-être sur les équipes commerciales, va avoir un impact sur la R&D, va avoir un impact au niveau des ressources humaines, et donc on a des impacts divers et variés, et c'est difficile de les consolider, d'en faire un suivi au cours du temps. Et donc nous, c'est ce qu'on fait avec les entreprises avec lesquelles on travaille, et chaque fois qu'on fait ça, dans l'immense majorité des cas, eh bien on remarque que les bénéfices sont largement supérieurs aux coûts. Je vous le disais, je vous donne à présent quelques exemples plus concrets. Exemple numéro 1 sur la valorisation de coûts évités. On travaille toujours avec le groupe Mobivia, avec Noroto notamment, pour qui on a étudié la rentabilité de la certification ISO 14001 et où on a identifié des coûts évités sur, par exemple, ici le traitement des déchets. Deuxième exemple, gain de productivité. On travaille avec des promoteurs immobiliers, avec de grandes entreprises de construction sur les sujets d'éco-construction. Et on peut voir que lorsqu'on a un immeuble de bureau qui est éco-construit, en suivant les certifications HQE, BREEAM, LEED, eh bien on arrive à identifier des gains de productivité pour les collaborateurs qui travaillent dans cette entreprise. Vous le voyez dans l'exemple présent, jusqu'à 19% de gain de productivité par rapport à un bâtiment très classique. Enfin, on continue sur les réductions de risques. Prenons l'exemple ici d'une démarche d'achat responsable. Eh bien, quand on va intégrer des critères RSE dans le choix de ses fournisseurs, on va pouvoir derrière limiter des risques principalement de réputation, des risques qui pèsent sur la marque au quotidien en cas de problème avec des fournisseurs. Et quand on sait que le poids de la marque dans la valeur des entreprises, c'est en grande moyenne 20%, eh bien, il est important de pouvoir maîtriser et réduire ces risques. Autre exemple, augmentation du chiffre d'affaires. Je vais prendre l'exemple d'une banque coopérative avec laquelle on a travaillé et qui soutient des jeunes entrepreneurs sur le territoire. Eh bien, ce qu'on a pu observer, c'est que derrière, quand ces projets arrivaient à terme, quand ces projets se pérennisaient, eh bien,
la banque derrière gagnait des clients qui allaient lui rester fidèles pendant longtemps. Et donc, maintenant, je vais vous parler de l'outil que nous avons développé, Thesaurus AD2R. Alors, AD2R, qu'est-ce que ça veut dire? Aide à la décision responsable et rentable. C'est un outil qu'on a développé afin de calculer les impacts des investissements en RSE sur le compte de résultat de l'entreprise. Comment est-ce qu'on met cela en œuvre? On met cela en œuvre d'un côté à partir des données qui sont les vôtres, combien vous dépensez dans la RSE en fonction de différents projets, de différents postes, mais également à partir des données comptables de votre entreprise et puis de votre secteur d'activité. Et en face de ça, eh bien, on a notre expertise qui s'appuie sur des années de R&D, qui s'appuie sur plus d'une centaine d'études de mesures du SROI, SROI pour Social Return on Investment, donc la mesure économique de l'impact social d'une politique RSE, et on s'appuie également sur un large corpus d'études économiques qui montrent les liens entre RSE et performance économique. Et donc, grâce à cet outil, on arrive à dire la chose suivante, si j'investis 1 euro dans ma politique RSE, eh bien, je peux prévoir de gagner X euros sur mon compte de résultat. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans l'explication du modèle. Je vous demande de vous accrocher un petit peu, quelques minutes. Ensuite, Claire va vous faire une démonstration très concrète. Mais là, je plante un peu le décor. Je vais vous donner d'abord quelques acronymes qu'on va utiliser par la suite avec Claire. Eh bien, il y en a un premier, PA. PA pour principe d'action, ça je pense que pour les membres de la communauté Lucie, ça parle sans problème. Les principes d'action qu'on va ensuite décomposer en TIR, TIR pour type d'investissement responsable, les types d'investissement responsables qui vont générer des retombées économiques détaillées, RED, et enfin on va avoir un impact sur les soldes intermédiaires de gestion détaillés, SIGD. Bon, voilà pour les acronymes, on n'a pas tant que ça, je vais continuer à expliquer le modèle. Donc, on est parti, tout d'abord, point de départ, les 7 questions centrales de l'ISO 26000. 7 questions centrales de l'ISO 26000 qui sont décomposées en 25 principes d'action selon la décomposition qui est proposée par Lucie. Ça, nombre d'entre vous connaissent déjà ces principes d'action. Pour chaque principe d'action, on a continué à le décomposer en type d'investissement responsable. Ce sont des sujets sur lesquels on va investir dans sa politique RSE. À chaque TIR, on va associer un coût, une dépense. Ces TIR, eh bien, ils vont générer des retombées économiques détaillées. Et je vous en parlais tout à l'heure de 4 types. Des coûts évités, des gains de productivité, des réductions de risques, voire une augmentation du chiffre d'affaires. Et ces retombées économiques détaillées, eh bien, elles vont impacter les soldes intermédiaires de gestion. On voit bien qu'une augmentation de chiffre d'affaires, eh bien, oui, elle va avoir un impact sur le chiffre d'affaires, qu'une réduction des risques peut avoir un impact sur les provisions, un gain de productivité peut avoir un impact sur la masse salariale. Pour être un petit peu plus concret, si je mets en place une action sur le sujet du sport, par exemple installer une salle de sport dans mon entreprise, eh bien ça va être classé dans le principe d'action numéro 9, protéger la santé, la sécurité des collaborateurs. Et on va à nouveau le classer dans un type d'investissement responsable, la santé physique et psychique. Et on voit que quand on incite les collaborateurs à faire du sport, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme retombée économique? On a de la motivation en plus, on a de la sérénité en plus, on a bien entendu des aptitudes physiques supplémentaires, et puis on a aussi une réduction du turnover. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a ce genre d'action positive, eh bien on améliore la marque employeur de son entreprise, et on a également une baisse de l'absentéisme, parce que des collaborateurs qui sont plus motivés, plus sereins, en meilleure santé, eh bien ils sont tout simplement moins absents.
Vous voyez l'ensemble de ces liens entre ces PA, ces tirs, ces RAID, ces SIGD, on les a cartographiés avec cette structure que vous voyez qui est assez complexe, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble finalement de ce qui est fait dans cet outil. Mais je vous rassure tout de suite, pas besoin de connaître cette structure par cœur, puisqu'en fait l'outil est en ligne. Et l'outil est en ligne sur. On utilise une plateforme qui s'appelle Anaplan, qui est une plateforme qui nous permet de modéliser des systèmes assez complexes, comme celui que vous avez vu en page précédente, et qui est une technologie assez puissante. Vous allez le voir juste après quand Claire va vous faire une présentation. Et cet outil, eh bien, on l'a déjà mis en œuvre avec des entreprises, notamment Chryso, qui fait partie de la communauté Lucie, mais également avec des entreprises que vous connaissez probablement. Et donc maintenant, on va aller dans le concret. J'espère que vous avez tenu bon avec tous ces acronymes et Claire va vraiment illustrer très concrètement la façon dont on utilise cet outil. Je laisse la place à Claire qui arrive dans quelques secondes. Bonjour à tous, donc moi je suis Claire Bernard, chercheuse chez Goodwin Management. Donc l'outil Anaplan, comme vous pouvez le voir, en fait il est disponible en ligne et donc là je suis en train de me connecter à mon espace. Donc je vais le mettre en plein écran. Donc ici en fait la première page quand on se connecte à son espace de travail, c'est différentes tuiles avec chacun des modèles qu'on a développés. Donc là je vais prendre l'outil AD2R. Donc le but, c'est un outil d'aide à la décision responsable et rentable. Donc c'est de vous aider à piloter votre démarche RSE et pouvoir interagir ensemble, faire des modifications et vraiment avoir quelque chose qui va ouvrir la discussion. Donc l'écran d'accueil, c'est trois parties. Une première partie où on va donner des informations générales sur votre entreprise et sur votre politique RSE. Ensuite, on va rentrer sur quelque chose de plus spécifique qui sont des questions. Excuse-moi, en fait, on ne voit pas à travers le webinaire. Est-ce que tu peux attendre 2 secondes que ça se charge et continuer? Très bien. Voilà. Alors, attends. Voilà, normalement, là, ça devrait apparaître. C'est bon? Bon, mais pour vous tous qui n'avaient pas eu la première page, en fait, c'était juste la page de connexion, donc vous n'avez rien loupé. Donc l'écran d'accueil, donc c'est ces trois parties avec une partie saisie des données générales, une partie réponse au questionnaire. Donc là, les questionnaires, en fait, c'est des questions très spécifiques sur ce que vous avez mis en œuvre dans votre entreprise. En fait, par type d'investissement, on va vous poser des questions sur toutes ces actions et enfin, on va avoir les résultats. Donc ici, on a un petit volet de navigation également sur le côté. Donc si je clique sur la première partie, j'ai directement tous les onglets qui s'affichent. Et donc, on va commencer tout de suite avec l'exemple de l'entreprise Chryso, pour qui on a réalisé cette étude. Donc, pour les informations générales qu'on demande, c'est assez classique. On va demander le secteur d'activité. Donc, on a ici une liste déroulante dans laquelle on peut choisir le secteur d'activité de l'entreprise. Et en fonction de ça, en fait, l'outil va complètement s'adapter. C'est-à-dire qu'on a utilisé les bases de données de l'INSEE, entre autres. Et donc, vous allez voir par la suite, en fait, l'outil se met à jour en fonction de votre secteur d'activité pour avoir des données qui sont au plus proche de vous. Donc là, tout de suite, on demande aussi le taux de turnover et l'absentéisme. Et donc, sur le côté, j'ai mis des graphes qui vous donnent déjà une première indication sur votre taux d'absentéisme en comparaison avec le taux d'absentéisme de votre secteur d'activité. Pareil pour le turnover. Donc les informations générales, c'est vraiment le chiffre d'affaires, l'effectif, le nombre de clients. Donc tout ça, c'est des données qui vont nous aider après pour faire nos calculs derrière de rentabilité. Deuxième étape, c'est la saisie de vos soldes intermédiaires de gestion.
Donc ici, on a une colonne avec vos soldes intermédiaires de gestion par défaut. Donc c'est justement là où on va utiliser les données sectorielles. Donc en fonction de votre secteur d'activité, on va afficher les données. Donc ça, on a utilisé la base de données ESAN de l'INSEE pour avoir ces données. Donc vous, en général, vous avez quand même accès à des informations plus précises parce que vous n'êtes pas toujours exactement comme le secteur. Donc vous pouvez rentrer vos données sur mesure si vous souhaitez faire quelque chose de vraiment plus précis. Et ensuite, on prendra la donnée disponible. Donc là, c'est les soldes intermédiaires de gestion. Donc si je clique sur autres achats et charges externes, je vais avoir les soldes intermédiaires de gestion détaillés qui s'affichent juste en dessous, avec pareil le détail du secteur et votre propre donnée. Et à côté, on a un graphique où on a déjà une première information pour savoir quel est votre poste le plus important et celui sur lequel ça va peut-être être le plus important de travailler pour avoir des retombées plus grandes ensuite. Ensuite, on va regarder vos investissements. Donc là, on a une liste déroulante avec l'ensemble des principes d'action, donc les 25 principes d'action Lucie, et dedans, en fait, on va pouvoir choisir les investissements qu'on souhaite. Donc, par exemple, favoriser la qualité de vie au travail. Donc, par exemple, je vais avoir ici le découpage par type d'investissement. Donc là, centralité, télétravail et environnement de travail. Et dedans, je vais rentrer mes investissements, donc à la fois financiers, mais aussi en nombre de jours hommes sur chacun des sujets. Donc on rentre l'investissement de départ et l'investissement récurrent qu'on va devoir mettre chaque année pour continuer à investir sur ce sujet. Donc là, il faut le faire pour tous les principes d'action et tous les types d'investissements sur lesquels on a investi. Et donc en dessous, un graphique qui nous donne déjà des informations sur les investissements les plus forts. Et enfin, pour cette première grande étape des données générales, on va regarder ensuite votre niveau de maturité. Alors pourquoi on vous demande Alors déjà, qu'est-ce que le niveau de maturité? En fait, est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce principe d'action-là ou est-ce que vous venez juste de commencer à vous intéresser à cette question-là? Et donc ça, c'est une question assez importante parce que par exemple, si je prends le cas de la sécurité au travail, quand vous commencez à investir sur ce sujet, eh bien, vous allez tout de suite avoir des retombées qui vont être assez conséquentes. Vous allez passer d'un certain nombre d'accidents de travail à 0 ou à 1, un nombre très faible, en investissant. Et ensuite, les années suivantes, il va falloir continuer à investir, mais par contre, au niveau des retombées, vous allez juste vous maintenir à votre excellent niveau, mais vous n'allez pas faire mieux que ça. Donc du coup, on va avoir toujours de l'investissement, mais des retombées moindres. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse au niveau de maturité. Donc ici, en fait, le niveau de maturité, on le regarde principe d'action par principe d'action. On va avoir une première colonne qui correspond à ce qu'une évaluation tierce vous aura donné. Ensuite, on vous fait une suggestion. On regarde ce que vous avez entré dans l'outil jusqu'à présent et de vos investissements, on va vous faire une suggestion. Et enfin, on vous laisse quand même mettre, parce que c'est vous qui connaissez mieux votre entreprise, donc on vous laisse décider ce qui est le plus proche de ce qui se fait chez vous. Voilà, donc là, on a vraiment donné toutes les informations générales nécessaires. Donc on va maintenant rentrer sur quelque chose de sur-mesure donc on va répondre au questionnaire, et donc là, c'est vraiment du sur-mesure pour essayer d'être le plus précis possible par rapport à ce que vous faites ou que vous allez faire. Donc, on a deux questionnaires. Le premier, en fait, alors c'est un questionnaire relatif à la réduction de risque. Donc ça, c'est plus pour nous, pour le calcul, en fait. Comme Arnaud vous l'a dit, on peut soit calculer des réductions de risque ou des gains de productivité ou autres. Mais donc là, c'est sur ces deux-là qu'on va se concentrer. Donc, on a une liste déroulante avec tous les types d'investissements classés par principe d'action. Et donc quand je fais dérouler en fait tous mes types d'investissements, je vais avoir un certain nombre de questions. Et donc par exemple là sur le risque de corruption, on va vous poser des questions sur les procédures que vous avez mises en place, les règles qui existent, les informations, etc. Donc il va falloir cocher les cases selon si vous l'avez mis en place ou pas encore. Donc avant-après, c'est en fait vous fixez une année test en fait et vous regardez avant. Donc si vous faites quelque chose, vous essayez de faire du prospectif, vous regardez aujourd'hui je le fais pas, mais j'envisage de faire cette action là et cette action là, et donc vous cochez les cases en fonction. Et par rapport au deuxième questionnaire sur le gain de productivité, donc
Pareil ici, vous avez tous les types d'investissements qui sont classés par principe d'action. Donc je prends environnement de travail et donc on va vous poser des questions sur votre lieu de travail, le confort acoustique, la qualité de l'air, l'éclairage, etc. Donc là, bon, il s'agit de donner des chiffres avant-après, donc c'est des pourcentages, bon, entre 0 et 1, donc vous pouvez rentrer en version décimale, sur où est-ce que vous en êtes là-dessus. Donc c'est à vous d'évaluer un petit peu si chez vous la qualité de l'air est bonne ou moins bonne, si c'est bruyant ou pas, etc. Et donc en fonction de ça, on va pouvoir faire des calculs sur chacune des actions que vous avez mises en place. J'en arrive aux résultats. Alors au niveau des résultats, on a un premier graphe qui donne vraiment quelque chose de global. Quels sont vos investissements? Quelles sont vos retombées économiques? D'une manière générale. Et ensuite, on va pouvoir aller regarder plus en détail ce qui se passe. Donc là, c'est l'écran d'accueil des résultats. Donc du coup, j'ai vraiment mis le top 3 des principes d'action les plus rentables et le top 4 des types d'investissements, pour un niveau plus fin, les plus rentables. Mais après, sur le côté, je vais vous montrer, on peut naviguer et aller voir plus dans le détail ce qui se passe. Donc ici, on peut choisir d'afficher voilà, l'investissement et le gain, ou directement, si on préfère, le ROI. Donc ce premier graphe, c'est vraiment pour le principe d'action. Ici, si on veut aller à un niveau plus fin, on va regarder les types d'investissement. Donc dans le cas de Chryso, on voit que ce qui est le plus important, c'est tout ce qui est sur les consommations de ressources, limiter les pollutions. Donc c'était un gros poste en fait de leur charge, et c'est là où ils vont faire le maximum là où ça va être le plus rentable en fait chez eux. À titre d'information, ici, j'ai remis le taux d'absentéisme et le taux de turnover, ce qui permet de comparer en fait les gains qu'on a pu avoir. Donc ici, c'est pas flagrant. Si je remets la situation de départ en vert et la situation d'arrivée en jaune, donc sur l'absentéisme, ça a à peine bougé de 0,01%, et sur le taux de turnover, ça a un petit peu bougé quand même. Voilà. Donc, alors dans le détail, on peut aller regarder vraiment tous les principes d'action, avec ici le classement, les investissements, les retombées, etc. Donc, ils sont tous regroupés là, et à côté, j'ai sorti ceux qui étaient du gain de productivité. Donc, en fait, tous les investissements, tous les types d'investissements qui vont avoir un impact sur la masse salariale sont regroupés ensemble. On peut regarder aussi ce qui se passe au niveau du type d'investissement responsable. Donc, pareil, on retrouve le même genre de graphique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des soldes intermédiaires de gestion. Donc là, on va regarder vraiment les retombées économiques par solde intermédiaire de gestion détaillé. Donc ici, voilà, on va regarder, en fait, au niveau des salaires et traitements, c'est là où on va avoir, c'était un gros poste, donc c'est là où on a le maximum de retombées. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que tout l'outil est complètement interactif. Donc, si là, par exemple, je décide de faire une nouvelle simulation et de changer les investissements, je peux aller retourner dans mes investissements ici, changer ce que j'ai investi sur le risque de harcèlement et regarder tout de suite les retombées que j'ai. Je peux faire pareil au niveau du questionnaire. Si, en fait, j'ai décidé de faire un petit peu plus que ce que j'ai dit et de mettre en place des nouvelles mesures, je vais aller changer sur le questionnaire mes réponses, et au niveau des résultats, on va avoir de façon interactive l'outil qui va se mettre à jour automatiquement. Donc c'est vraiment un outil en fait qui va permettre de piloter sa démarche RSE, d'avoir une vision d'ensemble et d'alimenter la discussion. En fait, en réunion, on va pouvoir vraiment définir les mesures qui peuvent être intéressantes, faire différentes simulations. Voilà, je vais laisser la parole à Arnaud pour la conclusion. Merci beaucoup, Claire. Alors, Ça marche de ton côté? Oui. Ça y est. Eh bien, merci Claire. J'espère que vous avez une meilleure vision du fonctionnement de Thesaurus AD2R à présent, et que vous avez pu avoir une preuve concrète par l'exemple. Ce qu'on souhaite faire avec cet outil, eh bien, c'est de créer une communauté de personnes qui voient la RSE comme un vecteur de création de valeur. Je
pense qu'à nouveau, c'est quelque chose qu'on partage entre Lucie et Goodwill, c'est d'avoir une responsabilité sociale de l'entreprise qui est au sein de l'entreprise, qui est au sein du modèle économique de l'entreprise, et c'est comme ça qu'elle peut se donner les moyens, la RSE, de créer davantage de valeur. Comment on souhaite faire ça? Eh bien, en ayant un réseau d'utilisateurs de Thésaurus AD2R. Vous avez vu, c'est un outil en ligne. On peut y accéder assez facilement, chacun depuis son entreprise. Donc, on souhaite développer une première promotion d'utilisateurs de Thésaurus AD2R qui auront accès à l'outil, qui seront formés, qui seront accompagnés à la mise en œuvre de l'outil et qui eux-mêmes formeront un groupe qui pourrait échanger de bonnes pratiques sur des politiques RSE qui vont dans le sens de la création de valeur et essayer de classer le maximum de nos actions dans cette direction. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite faire avec vous et on vous invite donc à nous rejoindre et à rentrer dans cette première promotion. Pourquoi faire finalement? Eh bien, pour changer le point de vue globalement sur la RSE. On voit qu'on doit encore y contribuer, même si actuellement on voit bien que c'est monté à un niveau politique et qu'on voit bien que la RSE, la responsabilité d'entreprise doit être inscrite au plus haut niveau dans la raison d'être, peut-être même de l'entreprise. Eh bien, on a encore du travail pour convaincre. Donc, continuer à convaincre. Ensuite, faire des choix de projets RSE qui sont pertinents, qui s'ils sont pertinents sur le plan économique, vont s'inscrire dans le temps, dans l'entreprise, ne vont pas être abandonnés. Pour répondre aussi à la première problématique que je vous avais exposée, le directeur RSE, on lui demande de faire beaucoup avec pas grand-chose. Essayons de changer un petit peu la donne et d'aider les responsables RSE à avoir davantage de moyens. Et puis donc, au final, comme je vous le disais tout à l'heure, faire sauter ce frein au niveau de la RSE. Il faut que la RSE ce soit au cœur de la vie de l'entreprise et pas simplement un à côté que l'on fait de temps en temps quand on doit faire un rapport RSE ou d'autres obligations légales. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous remercie et je me lance dans la réponse à des questions qui ont été posées en ligne. Oui. C'est bien ça, Michael? Alors, effectivement, et on pourra rebondir sur justement aller un petit peu plus loin sur justement comment mettre en œuvre ce mouvement et créer cette promo pilote de l'outil parce qu'on va aborder la question des coûts notamment. Mais effectivement, on a une série de questions qui sont intervenues pendant le déroulé. On va commencer par répondre à ces questions-là et puis on va garder la question sur le coût pour la fin. Une des questions, c'était comment attribuer la réduction du turnover, de l'absentéisme, comment s'assurer que c'est bien lié, par exemple, à la création d'une salle de sport. C'était l'exemple que tu avais cité tout à l'heure. Très bonne question. Donc notre outil s'appelle AD2R pour, je le répète, aide à la décision responsable et rentable. C'est un outil d'aide à la décision. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la littérature économique? C'est que quand on pratique du sport, quand on est en bonne santé, on va être moins absent. C'est une projection. Donc ce qu'on fait dès le début, c'est faire un choix économique au sein de l'entreprise. Tiens, je veux aller dans une direction d'une meilleure qualité de vie au travail. Je vais faire une salle de sport. Ça va probablement avoir un impact sur mon absentéisme. Mais ça, je le fais en amont. Derrière, il faut aller vérifier 6 mois, 1 an après la mise en place de cette action, si elle a porté ses fruits. J'espère que ça répond à la question. Alors, on va voir si ça répond. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que l'outil est adapté aux PME, voire des TPE? Alors, absolument. PME,
tout à fait. L'exemple que Claire vous a donné, c'est un exemple de PME. Je vous ai montré quelques logos d'entreprises qui effectivement n'étaient pas des PME, mais le niveau auquel on l'a appliqué dans ces entreprises, je crois qu'il y avait une banque, il y avait de la grande distribution, pour pas trop citer de marque, et puis de la restauration rapide. Et bien on l'a mis en œuvre à un niveau assez petit, pas au niveau du groupe, pas au niveau du monde. Et pour les TPE, je pense qu'il faut qu'on ait une discussion là-dessus. TPE, c'est en dessous de 10. Sur le critère d'effectif, c'est en dessous de 10 personnes. Ce serait 10, voilà. Je pense que ce serait la limite à partir de laquelle ça devient parlant. Ok. Alors, il y a une question sur le temps de travail que ça demande. Combien de jours de travail pour l'entreprise? C'est vague, mais... Ouais, non, mais je vais essayer d'y répondre. L'idée avec cet outil, c'est qu'on va pas se lever un bon matin, se connecter sur un appelant et puis remplir des chiffres pendant X jours d'affilée jusqu'à ce que le travail soit terminé. C'est un outil d'aide à la décision. Donc, vous avez des idées de projets, vous savez peut-être déjà combien ils vont coûter. Donc, il y a tout un travail d'aller-retour. Je dirais que le temps, il est proportionnel à l'étendue de votre politique RSE. Je vais essayer de vous donner un chiffre qui est assez représentatif, mais je dirais que il y a une utilisation, on va dire, sur disons que pendant 3 mois, je passe du temps à avoir un raisonnement sur qu'est-ce que je vais faire de cette politique RSE, où est-ce que je vais mettre mon argent, qu'est-ce que mon codir va accepter, que veulent mes collaborateurs. Eh bien, peut-être on va y passer une demi-journée par semaine pendant 3 mois. À utiliser cet outil, à faire des allers-retours, à avoir des résultats, en parler à ses collègues, en parler peut-être à ceux qui ultimement vont prendre la décision. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, une demi-journée par semaine pendant 3 mois, ça fait 6 jours, quoi. Mais à nouveau, c'est pas 6 jours là-dessus, c'est 6 jours où vous allez vous dire, bon, je reprends l'exemple de la salle de sport, ou alors peut-être vous allez pas la construire, mais peut-être vous allez avoir un abonnement. Bah, vous allez vous demander combien ça coûte cet abonnement. Vous allez vous poser des questions, vous allez demander des devis. Vous voyez, il y a pas seulement ça, pas seulement de l'utilisation d'outils au quotidien. D'accord. Alors, ça donne déjà une indication. Ensuite, alors là, c'est une question plus particulièrement adapté à des gens de la communauté Lucie. Est-ce à dire que cet outil s'adresse plus à une organisation se lançant actuellement dans une démarche RSE, possibilité de mesurer l'avant, qu'à une structure engagée depuis de nombreuses années, plus difficile de mesurer l'avant? Voilà. Est-ce que ça s'adresse plutôt à des gens qui débutent une démarche RSE et donc on va utiliser l'outil au début de la démarche, ou est-ce qu'une entreprise qui est engagée depuis très longtemps dans une démarche RSE, et maintenant introduire l'outil peut être utile et comment? Ça s'adresse à toute personne qui souhaite avoir une approche de la RSE par la création de valeur. Je pense que Claire vous l'a montré dans l'outil. On peut faire un point de départ alors que l'entreprise est déjà mature. Voilà, ce point de départ peut avoir lieu à n'importe quel moment. L'exemple de Chryso, l'entreprise qui a servi de cas d'étude, et Chryso est dans la RSE depuis l'enfance de l'entreprise, je suppose, et donc voilà, c'est une démarche qui est là depuis longtemps, et on a quand même pu faire ce travail. Après, il est vrai que, comme le disait Claire, lorsqu'on est mature en RSE, la capacité à créer de la valeur à travers la RSE, elle est moindre que quand on démarre, quoi. C'est comme dans les startups, hein, elles ont des taux de croissance de 100% les premiers mois ou les premières années, mais pas au bout de 10 ans, quoi. Et une question qui est complémentaire un peu à ça, est-ce que l'outil reste quand même utile dans sa mesure de progrès? Et je crois qu'il y a une fonctionnalité aussi de l'outil qui permet justement de mesurer la rentabilité dans le temps, la progressivité. Alors,
l'idée, effectivement, c'est de faire des points réguliers pour chaque fois se dire vers où on souhaite se diriger. Et ensuite, il faut faire aussi un état des lieux de où est-ce qu'on est arrivé après la mise en œuvre de tel ou tel volet de notre politique RSE. Donc, c'est à utiliser à des intervalles réguliers. Ok. Alors là, c'est une question plus spécifique. Comment mesurer la rentabilité d'un service public avec cet outil? Alors, là, c'est une question à 2 euros. Alors, non, la question là-dessus, c'est que c'est la comptabilité publique, la question là-dessus. C'est-à-dire que si c'est un EPIC qui a une comptabilité classique, eh bien on peut bien travailler entre action RSE et comptabilité classique. Si on est dans une comptabilité purement publique avec un peu, je suis pas du tout un expert là-dessus, bien que j'en ai lu de tels documents, mais en gros, produits et dépenses, il faudrait recomposer les soldes intermédiaires de gestion, etc. Donc, la réponse est oui, on peut le faire, et ça tient plutôt à la forme des soldes intermédiaires de gestion. C'est plus sur ce sujet que j'aurais une question. Okay. Mais après, pardon, juste une parenthèse, c'est qu'on va mesurer la rentabilité pour le service public lui-même. C'est de la rentabilité interne de la RSE et pas de la rentabilité pour la société civile au sens large. Ouais. Ensuite, qui fait les suggestions, l'outil ou un consultant? Ni l'un ni l'autre, c'est vous, c'est l'entreprise, ce dont vous avez besoin. Alors bien sûr, vous pouvez être accompagné par un consultant ou autre, mais avant tout, les suggestions de qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, ça dépend de votre entreprise, des besoins, d'un état des lieux initial qui aurait été fait. Ok. À partir du questionnaire, choix d'action, mais qui dit comment les mettre en œuvre? C'est Lucie et Goodwill. Ouais. Non, mais voilà, à nouveau, c'est un outil qui sert à se projeter. J'ai une idée, j'ai un plan d'action, je sais où est-ce que je veux aller, mais je me pose une question. Est-ce que mon DG va accepter ce plan d'action ? Comment je dois lui parler? Comment je dois parler à mon DAF, à mon DRH pour qu'on aille ensemble dans ce plan d'action? Bien souvent, il faut leur parler de performance économique. Et ça va être un outil pour appuyer votre message. Donc, c'est pas un outil qui va concevoir automatiquement par une intelligence artificielle votre politique RSE. C'est un outil qui va chercher à projeter économiquement une politique RSE préexistante ou en cours de conception. Question suivante, comment choisir les montants à allouer à ces investissements? Je pense que ça revient à nouveau à ma question précédente, en fonction de vos besoins. Si je reste peut-être sur l'exemple de la salle de sport ou du sport, peu importe comment on le met en œuvre, si je suis une boîte de 200 personnes, que j'ai fait une petite enquête interne et qu'il y en a 200 qui sont prêts à faire du sport tous les matins, tous les midis et tous les soirs, il va falloir mettre un effort économique important. Si au contraire, je suis une PME, on est 30 et puis il y en a la moitié qui aimerait bien faire le midi une fois par semaine, ça va coûter moins cher. Donc c'est vraiment en fonction de vos besoins, de la réalité du terrain. Oui, c'est en fonction du souhait ou du choix des actions à réaliser que les coûts correspondants vont en découler. Et alors, après, peut-être juste une précision, mais c'est vrai que par contre, l'outil va un peu montrer si je mets peu d'argent sur un sujet, ça rapportera pas grand-chose, quoi. Donc, il y a aussi à un moment un niveau critique, c'est-à-dire, je reste sur le sport, comme ça on a notre fil rouge, je clame haut et fort dans ma politique RSE que je mets en œuvre le sport dans l'entreprise, je construis une salle de sport et il y a 2 personnes qui l'utilisent. Je vais peut-être faire le lien même avec des questions qui ont peut-être lieu après. Ça va pas faire baisser mon absentéisme, ça c'est bien certain. Il faut qu'il y ait une masse critique pour que les choses aient un impact. Bien sûr.
Alors, alors je ne prends pas forcément les questions dans l'ordre, mais comment on coordonne l'outil et la démarche Lucie? N'y a-t-il pas un risque de concurrence entre les deux? Alors, c'est pas la même chose, mais tu vas répondre mieux que moi, Arnaud, mais en tout cas, le Thésaurus AD2R, c'est un outil au service de sa démarche Lucie qui va permettre de la rendre encore plus pertinente et de travailler sur la rentabilité de ses actions dans le cadre de sa démarche de labellisation Lucie. Mais, on a bien choisi de l'articuler à travers les principes d'action, donc l'outil et la démarche se marient bien et elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires pour effectivement des gens qui, enfin, là je parle un peu sous ton contrôle, mais je pense que dans la communauté Lucie, il y a parfois des démarches qui sont portées que par des directeurs RSE, parfois par le DG de l'entreprise, parfois pas, parfois le président. Bref, il y a divers niveaux d'engagement au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi un outil pour certains responsables de la démarche Lucie d'embarquer plus largement leurs collègues. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi un outil pour apporter des éléments en interne aussi par rapport à ce qui est déjà connu, parce que au sein de la communauté Lucie, nous aujourd'hui on a certains retours déjà sur cette notion de rentabilité, mais c'est plus sur du ressenti. C'est-à-dire on constate des choses, c'est-à-dire tu parlais tout à l'heure de l'exemple du bien-être dans l'entreprise, voilà, c'est des choses qu'on peut constater parce que il y a des éléments qui sont pas forcément palpables. Là, ça va permettre de mettre des chiffres dessus, oui, et de pouvoir vraiment apporter des arguments. Exactement. Alors, ensuite, l'outil permet-il des consolidations et comparatifs entre les filiales d'un même groupe? Je dois en référer à l'experte d'Anna Plan. On peut faire autant de modèles qu'on veut, donc après on peut faire, là où sur la page d'accueil où il y avait plein de petites briques, on peut faire plusieurs modèles qui correspondent à différentes filières, et après je pense que c'est possible de faire des liens entre pour aller comparer. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu Claire. Est-ce que quelqu'un nous dit qu'il a mal entendu? Donc, tout le monde a bien entendu. Donc, effectivement, c'est un développement plutôt technologique là dans l'outil, mais il est vrai qu'Anaplan offre des possibilités assez infinies. Donc, la réponse est oui, ça doit être faisable. Peut-être pas tout de suite à la minute, mais ça doit être faisable. Alors, question suivante. Entrer en contact avec une entreprise par ce type d'outil, est-ce bien respecter l'esprit RSE lié avant tout à des valeurs immatérielles et non pas uniquement financières? Alors là, je donne moi déjà un premier élément de réponse. Alors on peut le voir comme ça effectivement, mais l'idée c'est pas de tout faire passer par cet outil et de ne voir la RSE que comme quelque chose permettant d'augmenter sa rentabilité. C'est pas du tout ça. C'est que nous, les gens de la communauté Lucie aujourd'hui, sont des gens qui sont avant tout sincèrement engagés en RSE. C'est-à-dire qu'ils entament une démarche RSE et rentrent dans la labellisation Lucie parce que ça fait partie de leurs valeurs. Ils rentrent dans la démarche avant même de se poser la question de la rentabilité, même s'ils font bien évidemment attention à tous les aspects économiques. Mais cela dit, c'est quand même quelque chose qui va permettre d'apporter des indicateurs, d'orienter des choix pour rendre la démarche encore plus pertinente. Donc il ne s'agit pas d'approcher la RSE uniquement par cet angle-là, mais de faire rentrer ce critère de rentabilité dans une réflexion générale et dans une approche générale de la RSE. Et après, à chacun aussi de trouver son compte et de travailler avec cet outil s'il estime qu'il en a besoin. Oui, absolument, Michael. Vraiment, l'outil, je le répète, c'est un outil d'aide à la décision. Il ne couvre pas tous les enjeux de la RSE. Si on met en place une politique RSE qui ne parle pas à ses parties prenantes, elle est vouée à l'échec, avec ou sans l'utilisation de l'outil. Moi, je pense que vraiment, à l'heure actuelle, on parle relativement peu de RSE et de création de valeur. Donc cet outil ne remplace pas tout ce qui existe auparavant, mais il rajoute un plus qui existe pas ou peu. Oui, et puis en fait,
ça va servir aussi, j'ajoute un élément pour compléter, c'est que nous, on est aussi en contact avec beaucoup de gens à différents niveaux dans les entreprises, et nos interlocuteurs sont pas toujours les décideurs, et parfois, même si nos interlocuteurs sont convaincus, ils ont parfois du mal à porter le message en interne, et là, ça revient à ce que disait Arnaud tout à l'heure, et ça va vraiment donner des arguments aux gens dans l'entreprise qui ont envie de porter la RSE vers les décideurs pour orienter les choix. On a des questions dans la salle? Oui, on va. Alors, il y a beaucoup de questions, donc c'est pour ça qu'on est un petit peu flexible, on déborde parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le sujet d'aujourd'hui. Il reste encore quelques questions, puis on va prendre effectivement des questions dans la salle. On ne va pas vous oublier, ne vous inquiétez pas. L'outil permet-il de faire des comparaisons dans un même secteur donné entre des entreprises engagées RSE ou pas? Non, il faudra. Alors, à terme, oui. Si on a de nombreuses entreprises qui utilisent l'outil, on peut avoir des benchmarks ensuite qui en sont issus sur les types d'investissements qui sont faits par les uns, par les autres, en fonction des secteurs d'activité. On pourra probablement retrouver des grandes tendances. Mais on a besoin de vous pour en arriver là. Tout à fait. Alors ensuite, il y avait un commentaire d'Alain. Alors, les indicateurs d'évaluation de la RSE ne doivent-ils pas être aussi non financiers, non mesurables en termes de ROI? L'outil est-il adapté pour une entreprise avec plusieurs sites et un nombre de personnes par site diversifié? Je pense aux thématiques sur les locaux, la qualité de vie au travail, aux exemples de questions visualisées. Donc là, il y a deux questions distinctes. Sur les éléments non financiers, oui, évidemment, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, à voir si on a envie de faire rentrer cet élément de rentabilité dans sa politique RSE et dans ses choix. C'est un des éléments de décision parmi d'autres, rentabilité de cette politique RSE. Ça efface pas tous ceux qui existent à l'heure actuelle. Voilà. En tout cas, cet outil, ça permet de répondre à une question qu'on nous pose souvent, c'est-à-dire que c'est une question qui revient vraiment souvent. On sait combien ça coûte, mais combien ça rapporte. Donc ça permet quand même d'apporter des éléments de réponse à cette fameuse question. Et puis une entreprise sur plusieurs sites avec des activités et un nombre de personnes diversifiées sur le site. Alors ça, je comprends le sens de la question, c'est-à-dire que j'ai plusieurs sites et que je mets par exemple, je rénove mes locaux un peu différemment en fonction des sites, etc. Ça vaudrait peut-être le coup, en fonction de la taille des sites, de faire 2 modèles, un par type de locaux. Pourquoi pas? Après voilà, là on est sur du cas par cas. Si c'est 2 sites de 500 personnes, oui, faisons-le 2 fois, mettons-le en parallèle. Si c'est 2 sites de 8, peut-être qu'il faudrait faire un choix différent. Donc vraiment au cas par cas sur ce point. Ok. Alors, on va prendre les questions de la salle maintenant, et puis on va aussi ne pas oublier d'aborder le coût de l'outil, notamment pour le lancement de cette première promo. Alors, oui, il y a des questions ici sur place. Alors, vous pouvez essayer de parler assez fort, sinon je reformulerai la question. Ok, donc c'est un commentaire qui amènera une question. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'à la base, il y a 3 sets de données. Il y a les données avant, après, et la donnée que j'appellerais de référence, qui est le secteur d'activité. Et je pense que ça, c'est clé pour déterminer la validité des principes d'action. Donc maintenant, ma question, c'est comment vous enrichissez cette base de données de secteur d'activité pour avoir de plus en plus de données, voilà, pour avoir un échantillon plus représentatif. Absolument. Là-dessus, il y a deux méthodes finalement. Première méthode, nous on fait des études. Vous voyez, ça c'est une étude plutôt light à travers un outil pour essayer de se projeter dans l'avenir.
Mais nous, en parallèle, chez Goodwill, on fait des études plus long terme. On va dire, tiens, depuis 3 ans, j'ai mis ça en place. Quel est l'impact économique? Ça m'a coûté tant. Combien ça va me rapporter? En ce moment, on va peut-être travailler sur un travail assez large sur le sujet de la mixité. Ben, en fait, nos travaux passés ou en cours viennent alimenter la base de données. Première réponse. Deuxième réponse, comment on l'alimente à nouveau? Eh bien, en regardant ce qui se fait dans le monde académique. On a des études qui sortent, peut-être pas quotidiennement, mais franchement toutes les semaines, sur la RSE, sur des études macroéconomiques sur le sujet, sur des échantillons d'entreprises, et on peut enrichir avec le savoir-faire collectif. J'en finis là-dessus. Donc, ouais. De faire du benchmarking externe, c'est très important pour aider la décision. Ouais. Beaucoup plus de points en termes de communication pour expliquer que les meilleurs ont ça comme pratique. Oui. Donc ça aide, un très bon outil à la décision. Oui, absolument. Très bien. Alors, on va pouvoir aborder maintenant le coût de l'outil, parce que je pense que c'est une question. Alors, oui, on va reprendre d'autres questions après, ça va pas être terminé, mais peut-être qu'il y a des personnes qui doivent quitter la réunion, parce qu'on est en train de dépasser un petit peu. Donc, je laisse Arnaud annoncer voilà, comment ça fonctionne au niveau du coût. Ok, donc je pense qu'au sein de la communauté Lucie, vous avez déjà eu une communication sur ce sujet lors de la convention. Donc l'accès à la plateforme coûte 600 € pour les membres de la communauté Lucie. Et ensuite, toute la partie accompagnement qui va avec pour pouvoir bien utiliser l'outil, ça coûte 1 900 € de plus, donc ça arrive à un total de 2 500 € pour les membres de la communauté Lucie, avec un accès au cours de l'année à l'outil. Donc on peut construire sa politique, faire des allers-retours, se poser des questions. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une formation à l'outil, on a un accompagnement, une formation collective à l'outil, un accompagnement collectif avec cette première promotion de 9 entreprises qu'on souhaite avoir avec nous, un accompagnement collectif sur comment on remplit cet outil. Ensuite, on va aller une fois dans chaque entreprise pour affiner l'utilisation et s'adapter chacun à vos besoins. On voit qu'il y a parfois quelques cas spécifiques. Et ensuite, l'idée, c'est de faire un retour d'expérience collective pour voir à quoi ça nous a servi, quels ont été les coûts qu'on a mis en œuvre, quel a été l'effet sur les décideurs, les parties prenantes, etc. Donc, 2500 €, oui, pour l'année, comme la question est posée en ce moment, oui, pour l'année, pour les membres de la communauté Lucie. Qui ont bien entendu un tarif préférentiel qui est de 6 000 € au cas où vous ne seriez pas encore membre de la communauté, mais peut-être que c'est un argument supplémentaire pour vouloir la rejoindre. Ça en est certainement un. Merci Arnaud. Alors effectivement, on a toujours la volonté dans la communauté Lucie d'apporter le plus possible pour que ça serve la démarche, pour que tout ce qu'on fait alimente la démarche en solo de chacun. Et effectivement, là, c'est un tarif nettement préférentiel par rapport à des non-membres de la communauté Lucie. Et donc là, on confirme bien que cet outil est bien évidemment accessible à toute structure, même non engagée dans la communauté Lucie. Absolument. Mais avec des avantages pour la communauté et aussi, en plus du tarif, la possibilité, dans le cadre des réunions Lucie, des cercles que l'on fait notamment, et tous les moyens qu'on met à disposition pour échanger, de pouvoir partager aussi collectivement le travail qui serait effectué avec cet outil. Il y a une question en ligne qui arrive. Comment les consultants RSE Lucie peuvent utiliser l'outil, le faire connaître ou accompagner leurs clients Lucie ou non Lucie? Alors effectivement, dans le fonctionnement global de Lucie, tout est fait pour rendre l'entreprise autonome dans sa démarche,
Mais en cas de besoin, on a un réseau d'une 60aine de consultants aussi sur toute la France qui peuvent vous accompagner sur toute partie du process ou sur des sujets spécifiques. Donc voilà, là vous pouvez faire appel à eux sur différents sujets. Donc comment intégrer les consultants Lucie sur l'utilisation de cet outil? Là, je dirais c'est un outil qui est proposé par Goodwill Management. Donc c'est en fait ça, on n'a pas encore traité le sujet, mais on peut imaginer peut-être une formation des consultants pour qu'ils puissent en faire la promotion, par exemple, ou faire déjà un minimum de présentation de l'outil pour le promouvoir. Ouais, c'est un peu dans un second temps, je pense. Oui, oui. Là, c'est tout à fait envisageable. Là, on est en phase de lancement de l'outil. Oui. Voilà. Alors, il y a d'autres questions aussi dans la salle, je crois. Oui, l'outil, j'en vois un intérêt et une facilité d'utilisation pour des actions à venir. Est-ce que vous avez fait une évaluation sur des actions passées à plus ou moins large échelle, et auquel cas, quelles étaient la problématique pour aller récupérer l'information, quelles étaient les directions que vous avez dû aller voir, comment vous les avez investies, ou quelles seraient les bonnes pratiques pour pouvoir mener à bien une action comme ça? Alors, vous avez besoin de reformuler oui, alors donc, en quelques mots, l'idée c'est effectivement cet outil nous projette vers l'avenir, mais que faire des actions qui ont déjà eu lieu, qui sont dans le passé et qu'on voudrait étudier, et comment on s'y prend. Et donc, effectivement, c'est les actions passées qu'on a évaluées au cours des 10-15 dernières années qui nous ont permis d'alimenter l'outil. Et donc, c'est ce savoir-faire qui est injecté dans l'outil. Quand on a une direction RSE qui nous contacte et qui nous dit tiens, depuis 3 ans, dans ma feuille de route, j'ai inscrit la diversité comme un axe prioritaire et je voudrais maintenant avoir une vision du SROI. Eh bien, tout d'abord, c'est pas la démarche idéale. Parce que il faudrait se poser cette question dès le début. Souvent, effectivement, on nous demande très bien, j'ai fait ça depuis 3 ans et combien ça me rapporte? Souvent, on n'a pas mis en place les bons indicateurs, on n'a pas mis le thermomètre au bon endroit dans la machine pour savoir ce que ça nous a rapporté. Donc, ça demande, comme vous le disiez bien justement, d'aller taper à la porte des contrôleurs de gestion, d'aller taper à la porte des bénéficiaires, d'aller taper à la porte des RH dans le cas de la diversité et d'aller mobiliser quand même pas mal de monde au sein de l'entreprise pour refaire l'histoire, quoi. Pourquoi vous l'avez mis en œuvre? Qu'est-ce que vous attendiez comme impact à cette période? Très bien, vous êtes intéressé par une valorisation économique. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre dans votre entreprise disponible pour mettre en avant ces impacts économiques? Donc, ça demande pas mal d'énergie et ça demande d'aller taper à pas mal de portes au sein de l'entreprise. Bon, après, ça dépend de l'organisation des entreprises, mais voilà, c'est souvent... Pardon? Je dis plutôt pour les actions futures, du coup. Alors, l'outil, c'est pour les actions futures. Ouais, absolument. Absolument. Parce que j'ai toute la meilleure volonté du monde. Je mets des chiffres dans l'outil. Je veux faire un truc super dont tout le monde a besoin et je mets de l'argent dessus. Et ensuite, je m'y prends mal. L'outil va me dire, c'est très rentable, mais si je le fais mal au quotidien, ça n'apportera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un outil d'aide à la décision, se projeter sur une politique RSE. Après, il faut quand même la suivre au jour le jour si je la mets en œuvre correctement, quoi. Absolument. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur place, ici dans la salle? Bon, lieu et place, on a droit à des sirènes, on est désolé pour ça. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une toute dernière question en ligne? Ou pas? Eh bien, visiblement non. Donc il y a eu quelque chose? Non, on a des... ok. Alors, comment rentabiliser l'investissement des 2500 €? Ça, c'est effectivement, ce sera la dernière question. Ça dépend de la taille de votre entreprise. Hein. Si vous êtes une multinationale, il suffit de vendre peut-être un produit de plus et ça suffira.
Non, après, si vous êtes une TPE, à nouveau, on s'est dit c'est un peu la limite basse. Après, sur une PME, eh bien, comment rentabiliser? Peut-être simplement en fluidifiant le processus de décision sur votre politique RSE et les échanges qui pourraient avoir lieu avec un comité de direction, aller plus directement vers le cœur du sujet, peut-être perdre parfois moins de temps pour vous, directeur RSE, en temps de conviction. C'est rentrer dans le plan d'action. Il n'y a pas un principe d'action dans l'outil. Il faudrait peut-être développer. Dans la référentiel Lucie, il n'y a pas encore de principe d'action là-dessus, mais peut-être à introduire, effectivement. C'est un principe de la gouvernance. En tout cas, oui, sur la gouvernance, mais il n'y a pas de point spécifique là-dessus, pas pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, c'est quand même un outil qui permet de répondre à cette fameuse question, encore une fois, qui jusqu'à présent était demandé des missions spécifiques extrêmement coûteuses au cas par cas. Là, ça permet quand même d'avoir quelque chose de pratique à utiliser, adaptable à tous et pour un coût relativement accessible, surtout quand on est dans la communauté Lucie. Voilà, donc c'est une réelle avancée en tout cas sur ce sujet et on espère que ça intéressera un maximum d'entre vous. En ce qui concerne la communauté Lucie, on va revenir vers vous très prochainement, probablement dès la semaine prochaine avec un mail avec un peu plus de détails sur justement les modalités et puis prévoir des échanges avec ceux qui seront intéressés pour en discuter, pour aller plus loin. Voilà, et puis toute personne intéressée, si ce sont des questions directement sur l'outil, eh bien vous avez les contacts dans cette présentation d'Arnaud et de Claire. Et puis bien évidemment, l'équipe Lucie, on est à votre disposition à tout moment pour toute question. On sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à assister à ce nouveau Luciminaire. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres sujets et puis continuer à traiter la RSE positive ensemble. Très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.